Salut, dans cette vidéo BA-Bac spéciale TS, tu trouveras des cartes mentales pour retrouver ta route. Alors cela n'a pas vocation à remplacer un cours complet, bien entendu, mais plutôt à compléter ton propre travail de révision et à te donner un petit peu de recul sur l'ensemble des notions qui ont été vues en terminale S, mais aussi en première S, des notions qui seront importantes pour l'obtention du bac S. Donc, tu trouveras un récapitulatif de ces cartes mentales téléchargeable dans la description en PDF, mais aussi sur la petite fiche qui doit apparaître à droite en haut de ton écran. J'ai découpé cette vidéo en 7 thèmes: suite, limite et continuité, dérivation et intégration, quelques fonctions, les complexes, les probabilités et l'espace. Dans la description toujours, tu trouveras un découpage, un minutage qui te permettra d'accéder directement à la partie qui t'intéresse. Tu trouveras également sur chaque écran titre de chacun des 7 thèmes des renvois sur le côté à des petites fiches qui vont t'amener sur les playlists dédiées à ces thèmes. On commence par les suites, donc la récurrence, évidemment, avec les 3 parties, initialisation, hérédité, conclusion. Attention à l'hypothèse de récurrence. Les limites de référence, je pense à limite de n carré, n puissance p, tout ça se passe en plus l'infini évidemment. Hein. Limite de 1 sur n aussi. Les opérations sur les limites avec les fameux tableaux. Et ce qui est important surtout dans ces opérations, c'est les formes indéterminées. Donc elles sont au nombre de 4, hein, plus l'infini, enfin l'infini moins l'infini, 0 multiplié par l'infini, 0 divisé par 0 et l'infini divisé par l'infini. Dans ce cas-là, comment procéder? Eh bien, souvent par comparaison. Donc quand on a deux suites qui sont ordonnées à partir d'un certain rang, connaître la limite d'une des deux, c'est connaître l'autre. Donc là, je t'ai mis un cas, un deuxième. Le théorème des gendarmes, évidemment, quand on a 3 suites, une qui est en tout cas encadrée par 2 autres, on peut obtenir la limite de cette suite. Autrement, on va utiliser aussi les théorèmes de convergence sur les suites minorées, majorées et bornées. Je t'ai remis les définitions ici. Et donc le fameux théorème de convergence. Une suite croissante majorée converge, une suite décroissante minorée converge également. Avec la conséquence, une suite croissante et non majorée diverge vers plus l'infini. Puis après, évidemment, hein, un cas particulier, les suites géométriques définies par un plus 1 égale un fois q, et puis un égale u0 fois q puissance n, définition explicite. La somme des n plus 1 premiers termes, qui vaut u0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et puis les limites, j'insiste surtout celles qui tendent vers 0 quand q est entre moins 1 et 1 exclu. Et puis je rajoute quand même les suites arithmétiques, voilà, qui sont limite programme, mais quand même. Et puis 2-3 bricoles comme l'algorithmique plutôt, avec les boucles. La boucle tant que qui te permet de trouver un seuil, et puis la boucle pour qui te permet de déterminer un calcul de terme. Et en parlant justement de seuil, tu auras parfois à résoudre des équations du type a puissance n égale b avec a strictement positif. Et bien c'est la fonction ln qui va se débloquer à ce niveau-là. Voilà. On continue sur limite et continuité avec évidemment les limites de référence donc, que vous pouvez utiliser. X puissance p, attention à la parité, donc là on peut être en plus ou en moins l'infini, je vous ai fait les petites courbes, et puis 1 sur x, un classique, et racine de x. Les opérations avec les fameux tableaux, ça ressemble beaucoup évidemment aux suites. Des formes indéterminées, toujours les mêmes, hein. Donc l'infini moins l'infini, problème, temporaire en tout cas. 0 multiplié par l'infini, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Les tableaux, les voici. Attention, donc là le alpha ça peut être un nombre L ou l'infini, donc la limite ça se passe à peu près n'importe où. Je vous ai mis un exemple de forme indéterminée en plus l'infini. Quand vous avez une fraction rationnelle, vous factorisez par le terme du plus haut degré. Alors ce qu'on utilise aussi c'est évidemment les théorèmes de comparaison, pareil ça se passe en L ou en l'infini quand vous avez deux fonctions ordonnées, f plus petit que g, j'ai mis un exemple, ou le théorème des gendarmes, très utilisé. On passe à la notion d'asymptote, avec deux asymptotes totalement différentes.
L'asymptote pour commencer. Vertical déjà, c'est quand on a une valeur interdite, donc le petit dessin qui va bien, que je vais compléter juste après. Donc valeur interdite en x0. Et dans ce cas-là, on parlera d'une asymptote verticale d'équation x égale x0. Et puis l'asymptote horizontale, par exemple, là dans ce cas-là, c'est y égale L. Et donc ça se traduit par une notion de limite. La première, c'est f de x quand x tend vers x0 égale l'infini, peu importe lequel. Et le deuxième, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale L. C'est l'inverse en quelque sorte. Et là, on précise bien en plus l'infini ou en moins l'infini, hein, l'asymptote horizontale. On passe à la notion de continuité. Continuité en A, pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue en A? Eh bien, c'est une fonction telle que limite de f de x quand x tend vers A est égale à f de A. Et une fonction évidemment continue sur un intervalle i, elle l'est lorsque pour tout A de i, f est continue en A. Donc, on généralise la notion de continuité. Et cette notion est surtout utilisée dans ce qu'on appelle le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, à écrire évidemment en toutes lettres sur une copie. Donc les conditions f continue sur l'intervalle AB, f strictement monotone sur AB. Et donc si vous avez un nombre k qui est dans l'intervalle f de A, f de B, alors d'après le TVI, il existe un unique alpha tel que f de alpha égale k. Alors évidemment, nous souvent on l'utilise pour k égale 0. On peut utiliser la notion de limite, hein, plutôt que de calculer les images. Mais autrement, pour 0, c'est pratique de faire f de A fois f de B et montrer que c'est négatif pour que les signes soient contraires. Dérivation et intégration. Définition déjà de dérivabilité. Donc f sera dérivable en A, on a vu ça en première S, lorsque la limite de f de A plus h moins f de A sur h, quand h tend vers 0, va exister et est finie. Et dans ce cas-là, cette limite, on l'appelle f' de A, c'est le nombre dérivé. Pour les trouver, on a nos fameux tableaux à connaître par cœur. Donc ça, c'est vraiment des incontournables. Les fonctions de base, évidemment, déjà. Je n'ai pas mis ln, ni cosinus, sinus, exponentielle, ça viendra après. Et puis les opérations à côté. J'ai précisé n à r relatif, sauf moins 1 dans le tableau. Pour x puissance n, et puis donc la notion de tangente, bien sûr, avec l'équation de la tangente, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. On passe maintenant à la notion d'intégrale. Alors pour ça, on a besoin d'une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et l'intégrale, c'est l'aire en unité d'aire comprise entre la courbe, l'axe des abscisses d'équation y égale 0, et les verticales d'équation x égale a et x égale b. Préciser donc. Les propriétés de l'intégrale, il y en a plusieurs. On commence par l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'opposé de l'intégrale entre b et a. On a l'intégrale entre a et a, évidemment, qui vaut 0. La relation de Chasles, l'intégrale entre a et b plus l'intégrale entre b et c, eh bien, c'est naturellement l'intégrale entre a et c. Donc, très utile. Il y a également la linéarité, quand vous intégrez k fois f de x plus g de x par exemple, et ben c'est égal à k fois l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Puis autrement, deux propriétés utiles aussi, la positivité. F positive, ça implique l'intégrale de f positive, et puis si f est plus grand que g, l'intégrale de f plus grand que l'intégrale de g. Valeur moyenne sur AB, c'est mu, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et puis donc, qu'est-ce que c'est qu'une primitive ? Une primitive, déjà, c'est une fonction qui vérifie grand f' égale petit f. Elles ne sont pas uniques. Dès que vous en avez une, vous en avez plein, plus k. Et puis donc l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est grand f de b moins grand f de a. Et on les trouve grâce à ce tableau. C'est le tableau précédent, mais à l'envers. Donc il n'y a pas n'importe quelle forme, c'est assez limité. Il faut maîtriser ça. Quelques fonctions. Alors évidemment, la fonction exponentielle. Petite carte d'identité. Une courbe, un domaine de définition, c'est R, une fonction strictement croissante et strictement positive. Deux limites, en moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est plus l'infini, et puis les dérivées, elles-mêmes, et puis exponentielle u c'est u' exponentielle u. Des propriétés, donc que je vous laisse lire, j'insisterai sur exponentielle x, le tout puissance n, et exponentielle nx, récurrence, et puis les croissances comparées.
c'est les limites à connaître par cœur. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est forme indéterminée, et donc c'est l'exponentielle qui gagne, entre guillemets, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, on en a une aussi, c'est le produit x exponentielle x, c'est l'exponentielle qui gagne, c'est donc 0. On a même les mêmes avec des puissances. Exponentielle x sur x puissance n, pareil. Le logarithme, népérien, et bien pareil, carte d'identité, fonction croissante. Les limites en 0 plus moins l'infini, en plus l'infini, le domaine R plus étoile. Les dérivés évidemment ultra importants. Et puis donc les propriétés un peu similaires, symétriques par rapport aux exponentielles à connaître par cœur. Les croissances comparées. De la même manière, on aurait une forme indéterminée en plus l'infini avec ln de x sur x, mais ln s'efface devant x, donc c'est 0. Et la limite de x ln de x en 0 par valeur positive évidemment, pareil, la forme indéterminée elle est balayée par le cours, à savoir par cœur, ça fait 0. Et autrement, d'autres fonctions à connaître, c'est évidemment les fonctions trigo, les voilà, le petit cercle trigo rappelé, cosinus, sinus, les dérivés en dessous. Je vous rappelle que la tangente, c'est pas vraiment au programme, mais c'est sinus sur cosinus, donc ça s'étudie comme un quotient U sur V. Et puis les propriétés, donc les fonctions entre moins 1 et 1 évidemment, la relation fondamentale de la trigonométrie avec cos carré plus sinus carré égale 1, cos pair, sinus impair, et les deux sont périodiques de période 2π. Et puis je vous rappelle également quelques valeurs remarquables du cosinus et sinus évidemment, en 0, pi, pi sur 2, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 6. Des valeurs que vous pouvez retrouver grâce au cercle trigonométrique qui est tracé en haut de votre écran et que vous pouvez aussi retrouver sur votre calculatrice, évidemment en radian. Les complexes, pas mal de choses. Donc déjà, l'ensemble C des complexes, c'est un ensemble qui contient R. Et donc évidemment, il est défini par un nombre particulier, i carré égale moins 1, z égale a plus ib, partie réelle, partie imaginaire, et donc on dit que z est l'affixe d'un point M de coordonnées AB ou d'un vecteur U de coordonnées AB. Alors des propriétés vraiment fondamentales, hein, l'affixe du vecteur AB c'est zb moins za. D'autres propriétés basiques, comme le milieu par exemple, que je vous rappelle ici, finalement c'est des condensés de formules que vous avez vues en seconde. Vous devez également maîtriser les équations du second degré, des équations du type az carré plus bz plus c égale à 0. Et donc on va distinguer trois cas, hein, delta strictement positif, delta égale à 0 et delta strictement négatif. Delta évidemment, c'est b carré moins 4ac dans votre équation az carré plus bz plus c égale à 0. Et donc trois cas de figure, je le disais, le premier, on a deux racines réelles, moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a, une racine réelle double, moins b sur 2a, et deux racines complexes conjuguées. N'oubliez pas les valeurs absolues autour de delta avec le petit i devant. Notion de conjugué, quand vous avez un nombre z sous la forme a plus ib, z bar, c'est a moins ib. Donc on prend l'opposé de la partie imaginaire. Ce qui implique que quand vous avez un nombre m, un point m plutôt d'affixe z, eh bien le point d'affixe z bar, il est symétrique par rapport à l'axe des réels. On ne parle pas d'axe des abscisses ici. C'est très utile de conjuguer pour mettre un quotient sous forme algébrique. Vous multipliez par le conjugué du bas. Des propriétés fondamentales, donc en gros le conjugué est plutôt simple à utiliser. J'insisterai sur la puissance n, encore une fois, qui se montre par récurrence. Le module ensuite, le module c'est racine de a carré plus b carré, pas de i, attention. Le module en fait d'un nombre z, ça correspond à la distance au m, sachant que m c'est le point image de z. Donc c'est un réel positif, forcément, ce module. Des propriétés aussi, plutôt basiques, la première importante, un module de z au carré c'est z fois z bar. Et donc pas de formule avec la somme, hein. Par contre produit, quotient et puis puissance sans problème. Dans le même registre, argument, qu'est-ce que c'est que l'argument qu'on écrit arg de z, on le note souvent θ pour aller plus vite, c'est l'angle entre u, le vecteur de base de l'axe des réels, et OM. Donc c'est cet angle représenté ici en vert. On a aussi bien sûr une série de propriétés, toujours modulo de pi, donc en fait les produits se transforment en somme, les quotients en soustraction, et puis la puissance n passe devant.
On passe aux formes, bien sûr. La forme algébrique, on en a un peu parlé. Z égale A plus IB, avec A et B des nombres réels. La forme trigonométrique et la forme exponentielle qui est liée intimement à la forme trigo. Vous devez être capable de passer de l'une à l'autre sans souci. Donc forme trigo, Z égale R cos θ plus I sinus θ. Comment on retrouve R, c'est un module, et θ en deux parties avec le cos et le sinus. Et puis forme expo, Z égale R exponentielle Iθ. Je vous ai rappelé qu'exponentielle I pi ça faisait -1, c'est la fameuse formule d'Euler, avec des propriétés, des arguments en dessous. Un peu de géométrie. Une longueur déjà, la longueur AB, c'est le module de ZB moins ZA. Un angle, l'angle UAB, sachant que U c'est toujours le vecteur de base de l'axe des réels, c'est l'arc de ZB moins ZA. Et puis un angle quelconque, cette fois-ci ABCD, avec deux vecteurs, c'est l'arc de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Vous pouvez le remontrer en repassant par U, ou alors la prendre directement. Et puis je voulais finir par des lieux géométriques, il y en a deux à maîtriser. La médiatrice est le cercle. Donc si vous avez un point qui est sur la médiatrice d'un segment AB, il vérifiera la relation Z moins ZA en module égale Z moins ZB, sachant que Z c'est le point inconnu. Et puis le cercle, si vous avez un point M sur un cercle, Z moins Z oméga égale R. Je vous ai remis l'équation du cercle également en dessous. Les probabilités. On commence par les lois de probabilité quelconques. Donc j'ai refait un tableau, c'est ça une loi de proba, c'est un tableau qui récapitule les xi, les valeurs de x de oméga, et les pi, les probabilités, qui doivent faire 1 au total. Je vous ai remis la formule de l'espérance, de la variance, de l'écart type. Je vous ai rappelé aussi que l'espérance vérifiait cette combinaison linéaire. Les probas conditionnels au programme de termes. Alors évidemment, hein, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, que vous pouvez retrouver grâce à un arbre, bien sûr. Mais on peut aussi inverser les probas, grâce à la formule de Bayes. L'indépendance, hyper important. P de A sachant B, c'est P de A, ou alors la formule. Puis vous avez une petite propriété en dessous. Et puis les probas totales, bien sûr, avec une partition de A, très très utilisée également. La loi binomiale du programme de première S, mais quand même, comment on prouve qu'une variable aléatoire x suit une loi binomiale? En 3 points, épreuve de Bernoulli, répétition identique et indépendante, et x compte les succès. La formule pour P de x égale K, à mettre, P de x plus petit que K c'est calculatrice, et puis plus grand que K, c'est pareil que 1 moins P de x plus petit que K moins 1, et calculatrice, et puis l'espérance n fois P. Fluctuation et estimation. Alors déjà, on a besoin de deux paramètres. P, qui est la proportion, quelque chose d'idéal, et n la taille de l'échantillon. Et donc l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, c'est P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur N. Le 1,96, je réexplique un tout petit peu plus tard d'où il vient. Et de manière symétrique, la même chose avec un plus. Donc vous avez une boîte qui contient, grosso modo, 95% des fréquences. Donc si votre fréquence est dedans, on ne peut pas rejeter l'hypothèse de l'énoncé. Alors que si elle est dehors, on peut rejeter l'hypothèse avec toujours un risque de 5%. Et c'est ce qu'on appelle une prise de décision. À ne pas confondre avec un intervalle de confiance où là on ne connaît pas la proportion. Et donc on l'estime. On l'estime grâce à un intervalle de confiance centré sur la fréquence cette fois-ci. On passe aux lois à densité. Alors qu'est-ce qu'une densité? C'est trois choses. C'est une fonction, une densité sur i, positive, continue, dont l'intégrale vaut 1. Et donc on définit la proba pour que x appartienne à l'intervalle AB par l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc c'est une R. Premier exemple de loi à densité, c'est la loi uniforme de paramètres AB. Je vous ai remis la densité, 1 sur b-a, et puis les deux formules à connaître avec l'espérance et puis évidemment la proba, et puis un petit dessin. On utilise ça quand on a un temps d'attente, ou alors quand on choisit un nombre au hasard dans un intervalle. Deuxième loi à densité, beaucoup plus utilisée que la loi uniforme, c'est la loi exponentielle de paramètres lambda. Pareil, hein, un dessin de la densité que je vous rappelle, f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Les probas, j'ai tout décliné. Exponentielle de x, l'espérance c'est 1 sur lambda, et puis donc la propriété de durée de vie sans vieillissement, c'est des probas conditionnels. Ça peut vous servir également. Donc c'est
Ces propriétés, vous pouvez les remontrer par du calcul intégral relativement simple. Et puis dernier cas de figure de loi densité, c'est évidemment la loi normale de paramètres mu sigma. On commence par la loi normale centrée réduite. Donc dans ce cas-là, mu vaut 0 et sigma vaut 1. La densité, elle est à connaître, c'est la gaussienne. Donc l'espérance c'est 0, sigma c'est 1. Et donc si vous fixez l'intervalle moins 96 à 96, je fais référence à l'intervalle de fluctuation asymptotique, vous retrouvez 95%. Et donc un petit changement de variable, celui que j'ai encadré, z égale x moins mu sur sigma, vous permet de passer d'une loi normale centrée réduite à une loi quelconque. Je vous ai remis comment trouver sigma, 68%, 95%, 99%, et pensez aux symétries. Fini par l'espace. Et on commence par les positions relatives. Positions relatives de quoi? De deux droites, de deux plans et d'un plan et d'une droite. Et finalement, les cas sont assez limités. Deux droites peuvent être coplanaires ou non coplanaires. Si elles sont coplanaires, elles peuvent être séquentes ou parallèles, puis c'est tout. Deux plans peuvent être parallèles ou séquents. Et s'ils sont séquents, c'est selon, évidemment, une droite. Parallèle, strictement ou confondu, peu importe. Et puis une droite et un plan peuvent être parallèles, strict ou confondu, ou alors séquents. Selon quoi? Selon un point. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. On passe maintenant à quelques propriétés, quelques théorèmes vraiment importants, qui sont au nombre de 2, souvent utilisés. Évidemment, le théorème du toit, est ce que j'ai appelé le théorème des plans parallèles, mais qui n'a pas vraiment de nom. Alors, deux petits dessins pour illustrer ces théorèmes que vous devez absolument maîtriser, et puis l'énoncer en dessous. Donc si vous avez deux droites qui sont dans deux plans, D1 dans P1, D2 dans P2, avec D1 parallèle à D2, et bien si les deux plans sont séquents selon delta, eh bien on peut dire que delta sera parallèle à D1 et à D2. Et puis le théorème des plans parallèles, si vous avez deux plans parallèles, si vous avez un troisième plan qui coupe P1 et P2 selon deux droites, les deux droites sont évidemment parallèles. On retrouve ça dans le cube un peu partout. On parle maintenant d'équations paramétriques, de droite surtout, même si j'ai fait figurer le plan. Une droite passant par A dirigée par U, eh bien, elle a cette forme-là, avec un paramètre t réel. Et le plan, il faut cette fois-ci deux vecteurs de base, U et V par exemple, et puis un point, on a deux paramètres qui apparaissent. Mais c'est beaucoup moins utilisé, en terminale en tout cas. On va maintenant parler de produit scalaire. Dans l'espace, en fait, c'est les mêmes propriétés que dans le plan. Donc on a une définition plutôt similaire, avec U scalaire V qui est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus entre le vecteur U et le vecteur V. On a le carré scalaire également. On a la commutativité, la distributivité, développement. Et puis évidemment, capital, U scalaire V égale à 0, ça veut dire que U et V sont orthogonaux. Et donc on définit analytiquement le produit scalaire par xx' plus yy' plus zz'. Ça c'est vraiment hyper important et hyper pratique. Et puis la norme de U, du coup, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Donc voilà pour le produit scalaire, et il est très très utilisé. En commençant évidemment par le vecteur normal. Donc on va parler maintenant d'équations cartésiennes de plan. On va abandonner l'équation paramétrique. Assez peu pratique finalement. Équation cartésienne de plan, donc il y a une équivalence. Si vous avez un plan, il a cette forme-là. Et si vous avez cette forme-là, alors c'est un plan. Et on peut dire en plus que le vecteur n de coordonnées ABC, il est normal à P. Pour trouver le petit d, il suffit de prendre l'appartenance d'un point à ce plan. Donc un petit dessin qui illustre mon propos. Avec le un vecteur normal, évidemment. Donc il y a une notion d'équivalence derrière. Un plan, cette équation, un plan. Et donc on finit par parler d'orthogonalité. Grâce au produit scalaire en particulier. Donc imaginez une droite D de vecteur directeur U et un plan P de base VW et de vecteur normal N. Deux façons de montrer que la droite D est perpendiculaire au plan P. Soit on utilise le vecteur normal, et dans ce cas-là, N et U seront collinéaires. Un petit dessin permet de visualiser la situation. Ou alors on utilise le vecteur U, et on montre que U scalaire V est égal à 0, mais pas seulement, U scalaire W est égal à 0. Et il faut évidemment que VW ne soit pas collinéaire, mais ça tombe bien ici, c'est une base, donc ils ne le sont pas. Travaille, sois motivé et donne-toi à fond, c'est comme ça que tu auras le bac. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, et puis abonne-toi si ce n'est pas fait.